Encore tabou aujourd'hui, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin touchent de nombreuses personnes et présentent des symptômes très variés. Pour mieux comprendre cette pathologie, ainsi que les différences entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Kirchesner. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour docteur Kirchesner. Bonjour Tissam. Tout d'abord, qu'appelle-t-on une MICI ? Donc les MICI, ou maladies inflammatoires chroniques intestinales, sont des maladies chroniques qui entraînent une inflammation persistante du tube digestif. Cette inflammation n'est pas constante, elle varie au cours du temps, avec des périodes où elle est active, où le patient peut être en poussée, et des périodes où cette inflammation va s'éteindre, et donc ce sont des périodes de rémission. Les MICI regroupent deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Elles touchent essentiellement l'adulte jeune, elles surviennent au moment de cet âge et durent toute la vie. Elles touchent en France 300 000 personnes et le nombre de nouveaux cas continue à augmenter en France et dans le monde. D'accord. Et quelles sont les différences majeures entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, aussi appelée RCH ? Donc, la première grande différence, c'est la localisation de l'inflammation. Pour la maladie de Crohn, l'inflammation peut toucher l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus. Elle va toucher majoritairement la dernière partie de l'intestin grêle ou l'iléon et le côlon ou gros intestin. Également, cette inflammation, elle peut être discontinue. On va avoir des zones au niveau du tube digestif où on va avoir de l'inflammation et des zones où il n'y aura pas d'inflammation. Et elle peut également atteindre toutes les couches de l'épaisseur de la paroi du tube digestif avec des complications associées qui vont être une sténose, un rétrécissement de la lumière du tube digestif ou des fistules qui sont des connexions anormales entre deux organes qui peuvent se compliquer d'abcès. Alors que pour la rectocolite hémorragique ou RCH, on va avoir une atteinte seulement du gros intestin ou côlon. Cette atteinte, elle va être continue. En général, elle part du rectum, donc ça c'est la dernière partie du côlon. Elle peut s'étendre tout le long du côlon. Et l'inflammation va être plus superficielle que dans la maladie de Crohn et responsable plus souvent de saignements, mais qui ne sont pas systématiques, même en cas de rectocolite hémorragique, malgré le nom de cette maladie. D'accord. Vous avez parlé de saignements. Quels sont en général les symptômes des MICI, que ce soit la RCH ou la maladie de Crohn ? Donc les symptômes varient de façon importante entre les patients et les patientes. Un des symptômes principaux est la douleur abdominale, qui peut être intense et qui peut être associée à une diarrhée, donc des selles liquides. Mais on n'a pas forcément de diarrhée, notamment quand on a une maladie de Crohn avec une atteinte de l'intestin grêle, on peut avoir des selles normales. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est des selles urgentes ou des selles qu'on appelle impérieuses, qui peuvent être très handicapants pour les patients, parce que en l'absence de toilettes à proximité, on peut avoir une crainte d'accident, d'incontinence. Et donc ça, c'est un symptôme qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de ne pas négliger, de prendre en compte pour essayer d'améliorer la qualité de vie des patients. Les autres symptômes aussi, on peut avoir de la fatigue, qui est assez fréquente dans ces maladies, et on peut avoir des symptômes qui sont indépendants du tube digestif, ce qu'on appelle des manifestations extra-intestinales, comme des douleurs articulaires, des lésions sur la peau. Donc ça, c'est des choses également qu'on peut avoir. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on connaît les causes possibles de ces pathologies ? Donc l'origine des MICI est complexe et non complètement élucidée, malgré énormément de recherches sur le sujet. On a plusieurs facteurs qui interagissent entre eux. Il y a une prédisposition génétique, même si elle n'explique pas tout. On a identifié des gènes qui augmentent la susceptibilité de développer une MICI, mais il n'y a pas un seul gène qui augmente le risque, et donc il n'y a pas de dépistage génétique. Ce qui est prépondérant aujourd'hui, ce sont les facteurs dits environnementaux, tout ce qui est extérieur au mode de vie en fait des patients, notamment le tabac, qui augmente le risque de développer une maladie de Crohn, l'alimentation, le mode de vie occidental moderne, avec notamment l'alimentation industrielle dite ultra transformée ou hautement transformée, qu'on sait être un facteur de risque de MICI, et également l'impact sur le microbiote intestinal qui est en fait les bactéries qu'on a normalement dans le tube digestif. On vit avec des milliards de bactéries en symbiose dans notre tube digestif qui permettent de justement diminuer l'inflammation, qui vont moduler notre système immunitaire. Et quand on a une MICI, on sait
que les patients ou les patientes ont ce qu'on appelle une dysbiose, ils ont une flore intestinale qui est différente de celle de la population générale, avec un déséquilibre entre des bactéries pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Et donc ça, le microbiote a un impact sur le risque de développer une MICI. Et dernier volet, c'est le système immunitaire. Donc quand on a une MICI, notre système immunitaire, en fait, répond de façon inadaptée, de façon excessive aux bactéries qui sont normalement dans le tube digestif. Donc c'est tous ces éléments intriqués qui expliquent l'origine des MICI. D'accord, vous avez parlé du facteur génétique, du facteur plus prépondérant qui est le facteur environnemental et aussi du système immunitaire. Mais il y a quelque chose que se pose, c'est une question que se posent les patients assez souvent, c'est est-ce que les MICI peuvent être considérés comme héréditaires ? Alors, on sait que c'est une source d'inquiétude pour les patients. Notamment, on parle de patients jeunes qui ont des projets d'enfants. Donc, ce n'est pas une maladie héréditaire au sens où il n'y a pas un gène qui explique la survenue de la maladie. On sait qu'il y a un risque familial, le fait d'avoir un ensemble familial de MICI augmente le risque de développer une MICI, mais ce risque il est de l'ordre de 1 à 5% sur la vie. Donc ça, c'est un élément rassurant. Il n'y a pas de dépistage spécifique en fait chez les enfants de parents qui ont une MICI. En l'absence de symptômes, le risque en fait, il est faiblement augmenté comparé à la population générale. Après, plus on a de cas dans la famille de MICI, plus ce risque est augmenté. Mais en tout cas, le message, c'est d'être rassurant. Il n'y a pas de dépistage spécifique à faire pour les enfants qui ont des parents qui sont atteints de MICI. Merci, docteur. Question plus générale, que diriez-vous à un patient ou à une patiente qui vient d'être diagnostiquée d'une MICI ? Pour quand même certains patients, c'est un moment difficile, diagnostic d'une maladie chronique. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que aujourd'hui, les traitements ont énormément progressé et qu'en fait, la grande majorité des patients ont une vie normale, une qualité de vie normale en prenant des traitements au long cours et qu'il y a toute une équipe soignante autour d'eux qui est là pour les accompagner. Et dès lors qu'on prend bien ce traitement et qu'on a une compréhension de sa maladie, on sait que ce sont des éléments qui vraiment augmentent les chances d'avoir une vie normale et d'être accompagné au long cours par son équipe soignante. Donc de continuer à avoir des projets et continuer à rêver, à vivre normalement avec sa pathologie. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un élément, quand on discute avec les patients jeunes, moi, je leur dis toujours que le but, c'est que la MICI soit pas un frein dans leur projet de vie. Et donc, ils doivent en discuter avec leur médecin parce qu'on a des patients qui sont étudiants, qui doivent partir à l'étranger pendant des périodes longues, et donc avec des traitements qui peuvent coûter cher. Donc, il faut organiser le voyage. Donc, il y a des choses à mettre en place, mais même si on n'était pas malade, ce serait nécessaire. Mais donc, en parler à son médecin et il faut pas s'interdire d'emblée des projets. Il faut échanger avec l'équipe soignante et vraiment, dans la majorité des cas, on arrive à avoir une vie normale et pouvoir mener tous ces projets comme on le souhaite. Merci beaucoup, docteur.